trust me, it is not for a lack of trying, and we will continue to do that. I do not feel like it's today, it's tomorrow, or it's any specific day. We're going to make this team better. I have no concerns about that, but I can't tell you when it is. I can't tell you. I'll know when it is. I'll know when the deal is right, and we have a dance partner. But we won't do a dumb trade or a dumb move that might kind of appease the passionate fan base on a short-term basis, and then a year later, like, what the hell did they just get us into? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Ça y est, c'est fait! Non, pas l'acquisition d'un joueur de centre, ni même d'un ailier robuste, même pas un défenseur droitier pouvant jouer sur le top 4. Non! Le dossier le plus important de Kent Hughes cet été est réglé. Et il s'agit de la prolongation de contrat d'Ivan Demidov, 8 ans, 9,15 millions de dollars. Quelle nouvelle pour le Canadien! Et j'ai vraiment l'impression que le fait justement qu'on ne soit pas allé chercher encore le deuxième centre, qu'on ne soit pas allé chercher un ailier robuste, un défenseur droitier, tout ça jette de l'ombre sur à quel point ça, c'est important pour le Canadien de Montréal. Je l'avais dit dans un épisode plus tôt, il y a quelques semaines de ça, que le dossier Ivan Demidov était le vrai dossier le plus important de Kent Hughes cet été. Il y a plusieurs réponses pourquoi c'était celui-ci. Il y a plusieurs raisons pourquoi c'était le dossier le plus important pour Kent Hughes. Il y a des raisons à court terme, mais ce sont beaucoup plus des raisons à long terme. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, à mon humble avis, le Canadien vient maintenant officiellement, non pas en ayant fait les séries en 2025, non pas en ayant eu un parcours Cendrillon inattendu en 2026, mais là, avec cette signature de contrat, avec cette prolongation de contrat d'Ivan Demidov, le Canadien a maintenant officiellement terminé la phase 1 de sa reconstruction, ou du moins, en fait, on pourrait dire, a terminé la reconstruction. On parle souvent, on a souvent mentionné que quand tu construis une maison, tu ne commences pas par le toit, tu ne commences pas en rentrant un meuble, non, tu commences par la fondation. La fondation est terminée, les murs sont montés. Là, on met le toit, on choisit la peinture, on fait ce qu'on veut maintenant dans la maison parce que c'est fait, c'est officiellement terminé. Donc, pourquoi est-ce que ce contrat-là était le dossier le plus important? On va avoir un bref récapitulatif. Pourquoi est-ce que je dis que maintenant, c'est fait, la base est terminée et on peut passer à autre chose? Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est pas décevant pour le Canadien? On va parler de ça un peu. Bien sûr, quand je dis décevant, je parle du fait qu'il n'y a pas encore eu d'acquisition qui va venir aider le Canadien cette année. Et on va conclure avec ce à quoi ressemble le Canadien pour la prochaine saison. Mais d'abord, quand je dis que le contrat d'Ivan Demidov, cette prolongation de contrat, était le dossier le plus important de Kent Hughes et que maintenant, les choses sont en place. Pourquoi? Parce que maintenant, en date du 1er juillet 2026, le Canadien a rien de moins que 8 joueurs sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2029-2030. Pourquoi j'ai choisi 2030? Parce que bien sûr, il y a des joueurs là-dedans qui vont plus loin que 2030, parce que ça va être la fin du contrat de Nick Suzuki. La pierre fondatrice, la première brique, quand tu y penses, c'est Nick Suzuki. Puis il a été une petite brique solitaire pendant longtemps, puis là, il est rendu une brique sur un mur. Bref, le contrat de Nick Suzuki va prendre fin. Ça ne va pas vouloir dire que le Canadien, sa fenêtre est jusqu'en 2030. On va pouvoir en parler également, là, mais non. Mais c'est quand même un moment qui va être important pour le Canadien, la fin du deuxième contrat de Nick Suzuki. Donc jusqu'en 2030, de Suzuki, Caulfield, Slafkovsky, Demidov en attaque, et en défense, tu as Dobson, Hudson, Matheson et Caden Goulet. Ça ne veut pas dire que tous ces gars-là vont être avec le Canadien jusqu'en 2030. En partant, le seul qui a une clause de non-échange complète, c'est Mike Matheson. Je persiste et signe que Caden Goulet peut être un joueur qui peut être sacrifié éventuellement pour améliorer l'équipe, mais tu as 8 joueurs, donc maintenant, sous contrat jusqu'en 2030. C'est pas seulement le fait qu'ils soient, ces gars-là, sous contrat, c'est qu'il n'y a aucun contrat, non seulement albatros là-dedans,
mais la très grande majorité de ces contrats-là sont littéralement avantageux pour l'équipe. Particulièrement tous ceux qui ont été signés par le Canadien pour des joueurs qui ont été repêchés par le Canadien. Donc, tout le monde sauf Noah Dobson et Mike Matheson. Nick Suzuki est honnêtement peut-être rendu le meilleur contrat de la Ligue nationale de hockey. Et je pense pas que c'est une exagération de dire ça. Il faudrait que j'aille éplucher tous les contrats, là, un à un. Mais tu sais, depuis la fin du contrat de McKinnon et tout ça, j'essaie de penser à d'autres contrats en ce moment qui sont aussi avantageux que Nick Suzuki. Puis, top of my head, de même, il est peut-être rendu numéro 1. J'exclus les contrats de recrues, là, bien sûr. Je veux dire, il y a des petits clowns qui vont dire Macklin, Celebrity. Un contrat de recrue, ça compte pas, OK? Au moins des deuxièmes contrats. Cole Caulfield, peu importe ce qu'il peut faire en série, tant qu'il marque 35 buts par année sur ce contrat-là, ça va être un bon contrat. Je veux dire, on vit dans un monde où Pavel Dorofeyev fait 11 millions par année. Slav, bon contrat jusqu'ici. Ivan Demidov, ça risque d'être, au pire scénario, un bon contrat. Puis Lane Hudson, le contrat n'est même pas commencé, que c'est déjà une aubaine. Donc, ce sont tous des joueurs qui sont signés pour des montants qui sont soit avantageux pour l'équipe ou qui ne vont pas mal vieillir. Le seul qui était en danger de mal vieillir, c'était Noah Dobson. Et encore une fois, on vit maintenant dans un monde où Bowen Byram fait 12,5 millions de dollars par année. Je veux dire, même en excluant les montants, je prends Noah Dobson bien avant Bowen Byram. Fait it is good. La fameuse structure salariale dont on a parlé longtemps est maintenant établie jusqu'en 2030. Et cette fenêtre va être incroyablement importante pour le Canadien. Pourquoi? Si on regarde ça présentement, par pourcentage de salaire occupé par ces contrats-là. Je sais qu'aujourd'hui, lors de son point de presse, Kent Hughes a mentionné que lorsqu'il signait les contrats, il ne regardait pas le pourcentage occupé sous la masse par les joueurs. Ce qui était une petite surprise pour moi, si je suis 100% honnête avec vous, parce que c'est une chose qu'on observe tout le temps. Je vous en ai souvent parlé. Lorsqu'il est question du salaire des joueurs, un bon comparatif, c'est pas le montant, c'est le pourcentage occupé au moment de la signature. Donc, pendant des années, c'est quelque chose que je disais pendant souvent. Il y a plusieurs personnes qui me disaient Hudson ne peut pas prendre plus que Suzuki, Demidov ne peut pas prendre plus que Suzuki. Oui, il peut en dollars absolus, tant qu'en pourcentage sous le plafond, ils ne fassent pas plus que Suzuki, ce qu'ils ne font pas d'ailleurs. Mais Kent Hughes a dit que c'était pas ça qui était le plus important pour lui. Bon, ça serait intéressant pour une autre discussion parce que ici, c'est le pourcentage occupé chaque année par ces 8 joueurs-là, ce qui est énorme, 8 joueurs. 8 joueurs. Donc en 2026-2027, 59,9%. Et vous voyez, jusqu'en 2030, ça va descendre d'environ 5%. 2030, c'est tout à fait spéculatif parce qu'on n'a pas le montant officiel de 2030. Là. Ben, enfin, on n'a pas le montant officiel pour aucune des autres années, mais la LNH, pour les autres années, a annoncé ce à quoi elle s'attendait comme augmentation. Pour les prochaines années, ce sont des bons incroyables d'environ 9 millions par année. J'ai comme assumé un autre bond d'entre 9 et 9,5 millions par année en 2030. La saison 2029-2030, qui a longtemps été identifiée par plusieurs personnes comme étant vraiment là, l'année où le Canadien allait être dans son prime de fenêtre de Coupe Stanley, ces gars-là vont occuper plutôt 47,25% de la masse du Canadien de Montréal. Pour vous donner une idée, les plus récents champions de la Coupe Stanley, les Hurricanes de la Caroline, je suis allé regarder les joueurs qu'on pourrait dire qui constituent le noyau de cette équipe-là. J'en ai compté 6 joueurs qui font tous des salaires là, au-dessus de 5 millions de dollars par saison. Tu as bien sûr Sébastien Aho, Andrei Svechnikov, Seth Jarvis, Jacob Slavin. Tu avais également Kendre Miller en défense. Et j'oublie quelqu'un présentement. Nick Ehlers, voilà qui j'oublie. Ces gars-là occupent 49,55% de la masse d'une équipe championne de la Coupe Stanley pour 6 joueurs. Revenons aux Canadiens de Montréal. Pour 8 joueurs, tu as 2 saisons où on va être dans ces environs-là. Pour 2 joueurs de plus, encore une fois. Ajoutez à ça 2027-2028 où on va être à 54,95%. Allons à l'opposé. Allons à une équipe qui a été mal prise dans son plafond salarial, malgré une équipe qui était excellente. Les Maple Leafs de Toronto.
la dernière année du Core 4, la dernière année de Mitch Marner, 4 gars occupaient 53% de la masse. Et c'était plus haut que ça avant. Parce que Mitch Marner occupait plus d'espace et tout ça. Matthews signait des contrats très courts qui faisaient qu'il occupait beaucoup de plafonds. OK, Willie Nylander faisait moins à un certain moment, mais quand même, ça vous donne une idée d'à quel point le Canadien a réussi quelque chose d'assez sensationnel. Et donc, l'avantage sur Toronto, c'est qu'on a des joueurs au talent élite. Lane Hudson, c'est un talent élite. Ivan Demidov, c'est un talent élite. Nick Suzuki vient d'avoir 100 points. Cole Caulfield fait un marqueur de 50 buts. T'as des gars élites. OK, t'as pas de gars encore qui sont dans la conversation. Ben, en même temps, Nick Suzuki vient quand même de finir très haut là, dans le vote au Hart. Mais t'as pas de gars qui gagnent le Hart comme Austin Matthews, mais t'as du talent élite. Ce que les Hurricanes à Caroline, eux, n'ont pas. Donc, toi, t'as réussi à gérer ta masse comme les Hurricanes à Caroline avec du talent qui ressemble plus aux Maple Leafs de Toronto. Donc, tu as le talent nécessaire high-end pour avoir une équipe extrêmement compétitive et tu t'es gardé l'espace sous le plafond pour te donner ce qui fait une des grandes qualités des Hurricanes à Caroline depuis plusieurs années déjà, la profondeur. Et ça, c'est le premier grand succès du Canadien. À moins d'une bourde monumentale, d'une acquisition qui n'a aucun bon sens, il n'y a aucune façon d'ici 2030 que le Canadien ne soit pas en mesure de bâtir autour de ces joueurs-là une équipe qui est non seulement compétitive, mais qui est un véritable aspirant à la Coupe Stanley. Et en ayant signé Demidov, qui était le dernier élément, il va y avoir d'autres très bons joueurs qui vont venir, des Zarovski, des Michael Hage, mais là, tout ça va maintenant entrer dans un cycle de plafond salarial à gérer d'une longue fenêtre d'aspiration à la Coupe Stanley, comme toutes les équipes qui aspirent longtemps à la Coupe Stanley ont, que ce soit les Penguins de Pittsburgh, les Blackhawks de Chicago il y a longtemps, le Lightning de Tampa Bay plus récemment, l'Avalanche du Colorado, les Oilers, les Leafs, les Hurricanes, etc. La meilleure façon de gagner une Coupe Stanley, c'est d'avoir une longue fenêtre, d'avoir beaucoup d'opportunités, d'avoir plusieurs années où chaque saison, lorsqu'elle commence, on parle de ton équipe comme une des favorites pour gagner la Coupe. Et encore une fois, les Hurricanes sont peut-être le meilleur exemple. On commençait à croire que ça n'arriverait jamais pour les Hurricanes de la Caroline. On parlait d'eux comme des marchands de saison régulière. Moi, je disais souvent que les Hurricanes de la Caroline, ce sont les Maple Leafs de Toronto, plus une ronde, ou plus deux rondes, des fois. Souvent, en fait. C'est souvent plus deux rondes. Regardez, finalement, ils sont finalement arrivés. Et ils ont encore toute la masse au monde pour essayer de continuer à en chercher une deuxième, puis peut-être éventuellement une troisième. Mais avant la troisième, on va commencer par la deuxième. Donc, le plus important, avoir une structure salariale au grand complet qui a de l'allure. Le Canadien vient de réussir ça. Après avoir réussi la première étape, à mon humble avis, qui était d'essayer d'aller trouver du talent élite. Idéalement très tôt au repêchage, mais dans leur cas, même en deuxième ronde, en ce qui est de Lane Hudson. Ceci étant dit, adressons maintenant l'élément dans la pièce. Même si Kent Hughes vient, à mon humble avis, de réussir à gérer le jour 1 qu'il pouvait le faire, parce que le 1er juillet, c'était la première journée où il pouvait prolonger Ivan Demidov, son plus gros dossier de l'équipe, ça reste que maintenant, même si le Canadien, à mon humble avis, est maintenant équipé pour aller à la guerre pour les 5, 6, 7, 8 prochaines années, 10 prochaines années, on verra, bien honnêtement. À très court terme, maintenant, je comprends le partisan d'être inquiet. Kent Hughes dort au gaz. Max, es-tu inquiet que le Canadien n'ait encore rien fait? Toutes les équipes autour de nous s'améliorent, mais le Canadien ne s'améliore pas. Ça fait partie des commentaires que je reçois le plus depuis la fin des séries de la LNH, depuis qu'il a commencé à avoir des transactions. D'un autre côté, tu as un autre camp qui est content de ça, qu'on ne touche pas aux Zarovski de ce monde, qu'on ne touche pas aux Michael Hage de ce monde. Les deux groupes, les très inquiets et les pas inquiets pantoute, ont des points. Les deux groupes ont aussi d'autres éléments à prendre en considération. Si on va du côté des pas inquiets, le Canadien ne s'est pas amélioré par des transactions, ne s'est pas amélioré par des agents libres jusqu'ici. Il y a tout l'été pour le faire. Sauf que Lane Hudson, Ivan Demidov, en fait, à peu près tout le monde de ton noyau, sauf Suzuki, Caulfield, Dobson, puis ajoutons Matheson là-dedans, là, est encore sur une courbe de progression. Juraj Slafkovský, Ivan Demidov, Lane Hudson.
un gars comme Zachary Bolduc, OK, qui fait pas partie du noyau, mais quand même, même Caden Goulet, qui est souvent blessé, le Canadien a encore de la progression interne à aller chercher, et ce n'est pas linéaire, c'est important de le mentionner. Il peut maintenant aussi avoir de la régression à l'interne. Exemple, absolument rien garantit que Cole Caulfield et Nick Suzuki vont faire 50 buts et 100 points respectivement chacun à chaque année, même qu'il y a de bonnes chances. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais il y a de bonnes chances que dans 10 ans, quand on va regarder la saison 25-26, ce soit en termes de production offensive les meilleures saisons de leur carrière, chacun. Mais bref, le Canadien a encore de la place à amélioration à l'interne, malgré une saison de 106 points. Puis, tu sais, j'ai même pas parlé d'Oliver Kapanen. Je suis pas le plus grand partisan d'Oliver Kapanen. Je suis pas le gars qui croit le plus en ce gars-là. Mais du côté de ceux qui sont pas trop inquiets, il y a des raisons de comprendre pourquoi ils sont pas trop inquiets. Sauf que du côté des inquiets, c'est vrai que les Panthers de la Floride vont venir en force. Les Maple Leafs de Toronto, finalement, ne feront pas l'acquisition de Zach Werenski parce que les Blue Jackets et Werenski viennent de publier un communiqué. Il va être de retour la saison prochaine. On n'a pas réussi à faire l'acquisition de Connor Hellebuyck. Bref, tout le brouhaha pour mieux entourer Austin Matthews pour le convaincre de rester, finalement, ça va être Gavin McKenna. Puis honnêtement, ben des joueurs de soutien. Est-ce que c'est si inquiétant que ça? Personnellement, je crois pas. Est-ce que les Leafs peuvent être meilleurs que l'an dernier? Oui. Est-ce que c'est si inquiétant que ça? Moi, je ne pense pas. Donc, au final, c'est le retour des Panthers qui fait peur. Jusqu'ici, les Sénateurs d'Ottawa ne sont pas particulièrement améliorés, peuvent être dans une situation comme Montréal où ils peuvent continuer de monter. Les Red Wings de Détroit, à l'heure actuelle, ne m'inquiètent pas particulièrement. Je pense que Montréal est encore une équipe qui compétitionne avec le Lightning et avec les Sabres de Buffalo, qui, eux, oui, se sont grandement améliorés. Bref, le Canadien ne va pas, boum, tomber en pleine face, à moins de blessures et tout ça, mais ça, c'est tout le temps des scénarios différents. Ça reste que quand on regarde l'alignement du Canadien pour la prochaine saison, les personnes inquiètes ont raison de regarder ça et de dire, ben tu sais, c'est-tu vraiment une équipe qui se bat pour le sommet de l'Atlantique ou c'est une équipe wildcard? En ce moment, je dirais que c'est une équipe qui va faire un peu comme la saison 2025-2026. C'est une équipe qui peut effectivement se battre pour des places dans le top 3, mais qui n'est pas aussi convaincue qu'elle va être qualifiée pour les séries très très tôt. Le deuxième trio reste un problème. Là, sur ce que vous voyez entre autres des salaires de 850 000 pour Zach Bolduc et Kirby Dach. Sur Puckpedia, j'ai juste fait signer, là, parce que vu que c'est des agents libres avec restriction, présentement, sont considérés comme non signés. Fait que juste à des fins de vous montrer à quoi ressemble l'effectif en ce moment. Jack Eye, même chose. Là, j'ai juste cliqué sur signer sans mettre de montant. Là. Fait que ça a donné les montants minimums. Là, évidemment, ils vont faire plus d'argent que ça. Mais quand on regarde ça, effectivement, ce deuxième trio-là demeure un problème. La profondeur sur le quatrième trio commence peut-être à être un peu problématique. La défense est encore problématique. Moi, je compte beaucoup sur une potentielle amélioration de David Reinbacher ou même d'Adam Engstrom au point que ces gars-là peuvent faire l'équipe. Ça reste que dans un monde idéal, tu as un autre vétéran. Après ça, entre les poteaux, pas inquiet. Pas inquiet. Même si Samuel Montembeault revient, pas inquiet. Moi, j'ai beaucoup confiance en Jacob Debesch après ce qu'il a fait cette année. J'ai confiance que Jacob Fowler peut au pire être un bon gardien qui va te jouer 35 matchs la saison prochaine. Et je suis pas de ceux qui pensent que Samuel Montembeault, sa carrière dans la LNH est terminée. Pire des scénarios. Là. Fowler s'en va être numéro 1 pendant un temps à Laval pour qu'il goal en masse, le temps qu'on fasse de quoi avec Monty. Puis Debesch est numéro 1, puis Monty ton numéro 2. Pas de problème avec ça. Ça reste qu'à court terme, même si, non, je ne suis pas inquiet qu'il n'y ait encore rien de fait, quand Kent Hughes, vous l'avez entendu en introduction, dit ça sera peut-être pas aujourd'hui, ça sera peut-être pas demain, je peux pas vous spécifier quel jour ça va arriver, mais je vais améliorer cette équipe. Il n'y a pas le choix de le faire. Il n'y a pas le choix de le faire. Est-ce qu'il est obligé de le faire avant le début de la saison? Moi, je pense que oui, pour être bien honnête avec vous. Mais admettons que je ne me fais que l'avocat du diable ici, puis qu'on réfléchit ensemble. Le Canadien, cette année, s'est grandement amélioré à l'automne. Quand il y a eu panoplie de blessures, on est allé chercher Alexandre Texier, on est allé chercher Philippe Danault. On a fait des mouvements de personnel qui nous ont permis de garder la tête hors de l'eau et de s'améliorer alors que l'équipe connaissait des rares moments de difficulté. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Quinn Hughes est devenu disponible en décembre l'an passé. Je ne dis pas que c'est une bonne stratégie d'espérer ça, mais je pense que c'est en effet une meilleure stratégie
que de peut-être donner un contrat qui a absolument aucun bon sens à un gars qui ne mérite pas ce contrat-là parce que c'est le 1er juillet, parce que des gars signent des contrats beaucoup trop faramineux, beaucoup trop longs, parce que les DG ont de l'argent à dépenser. Je préfère voir un Kent Hughes prudent qui va nous surprendre au milieu de l'été, dans une semaine, pendant le camp d'entraînement. Max Pacioretty a été échangé pendant le camp d'entraînement, que de partir sur la panique maintenant. Ceci étant dit, les gens qui disent que cette équipe-là n'est pas garantie de faire les séries l'an prochain, d'abord, c'est vrai. En fait, aucune équipe est jamais garantie de faire les séries. C'est juste que, mettons que l'Avalanche du Colorado, ça prend vraiment un scénario catastrophe. En fait, les Panthers, c'est le parfait exemple. On va prendre le parfait exemple qui vient d'arriver. Les Panthers de la Floride, même après la blessure à Barkov l'an dernier, j'étais comme, ils vont faire les séries pareil, puis peut-être que Barkov va pouvoir revenir en série. On verra. Mais là, après ça, le scénario catastrophique est arrivé. C'était pas juste Barkov qui était blessé. À peu près tout le monde a dû être rafistolé du côté des Panthers de la Floride. Le scénario catastrophique est arrivé. On a donc sombré. On a raté les séries, etc., etc. Les Panthers vont venir en force cette année. Bref, le scénario catastrophe du Canadien, le problème actuel, c'est qu'il n'est pas encore dans la catégorie des assez improbables, surtout dans la division où il se trouve, pour être confiant que le Canadien est une équipe de série l'an prochain. Je le dis souvent, mais en ce moment, une blessure à Nick Suzuki à long terme serait presque aussi dommageable pour cette équipe que la blessure à long terme de 2015-2016 l'a été à Carey Price. Je vous rappelle que Carey Price, au moment de sa blessure en 2015-2016, le Canadien était premier dans la Ligue nationale de hockey. Et quand il s'est blessé, à partir de ce moment-là, le Canadien était dernier dans la Ligue nationale de hockey. Bon, là, on parle du gardien de but qui, à ce moment-là, à son prime, était le meilleur gardien de la Ligue depuis Dominique Hachek. Avec tout le respect que j'ai pour Nick Suzuki, il n'est pas Carey Price de 2015-2016. Sauf que la ligne de centre du Canadien, pas de Nick Suzuki, est peut-être aussi catastrophique que le Canadien de 2015-2016, pas de Carey Price. Donc oui, il faut des acquisitions cet été de Kent Hughes. Il faut des acquisitions qui vont venir aider cette équipe. Mais je suis d'accord avec lui quand il persiste et signe, pas au sacrifice des prochaines années. Parce que le Canadien de 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, 2030-2031, probablement 2031-2032, vont tous être meilleurs que le Canadien de 2026-2027. Oui, l'équipe est en avance, mais il ne faudrait pas que parce qu'elle est en avance, qu'elle fasse comme le lièvre, un petit sommeil en pleine course pour laisser la tortue le rattraper et perdre la course. J'ai-tu cité les sables de la fois? Les sables? Calé que ça allait si bien mon affaire. Ah, man, j'ai failli au nail. J'ai-tu cité les fables de La Fontaine, moi? Ben oui. Voilà donc pourquoi je pense que la prolongation de contrat d'Ivan Demidov, malgré le fait que vous êtes peut-être déçu présentement qu'il n'y ait pas eu d'acquisition du Canadien, vous devez vraiment voir ça comme une immense victoire de Kent Hughes, peut-être la plus grosse victoire de Kent Hughes. Et au commentaire, Kent Hughes dort au gaz. Je comprends d'où vient le commentaire, mais faut pas paniquer. L'été est encore très, très, très jeune. Qu'est-ce que tu penses de la prolongation de contrat d'Ivan Demidov? Où te situes-tu dans le Kent Hughes dort au gaz à wow, faut pas paniquer, faut pas échanger nos jeunes? Quelque part au milieu, là. Dis-le à ton boy en commentaire. Il va y avoir un épisode très bientôt qui va adresser ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale de hockey parce qu'il y en a du stock. Mais en attendant, tu veux écouter un autre épisode, c'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain. Ciao!